Bonjour à tous. Je remercie d'abord Pierre-Louis Lyons et les comités scientifiques du séminaire des mathématiques appliquées pour l'invitation. Et dans cet exposé, je vais présenter les premiers résultats d'un programme de recherche que je suis en train de mener en collaboration avec Daniela Tonon à l'Université Paris-Dauphine sur l'étude des populations composées d'agents rationnels qui interagissent avec des jeux de type cinétique. Voici le plan de mon exposé. Après une introduction générale, je vais parler des interactions binaires dans des populations d'agents rationnels. Et après, je vais spécialiser la situation à un cas très particulier où on pourra obtenir des résultats plus fins et à la fin, je montrerai des simulations numériques sur cet modèle. Voilà, d'abord, l'objectif de cet exposé, c'est étudier le comportement d'une population qui est composée d'abord d'individus rationnels et qui interagissent à travers des jeux de type binaire. Donc, on a un ensemble infini de joueurs, on a une sorte de possibilité de choix vis-à-vis du jeu. Il y a des résultats du jeu et à la fin, il y a aussi une certaine priorité, un certain ordre entre les possibles résultats du jeu qui sont la conséquence des préférences des différents joueurs. Le jeu qu'on va considérer a les caractéristiques suivantes, est un jeu de type binaire, c'est-à-dire que les interactions sont de par deux. C'est un jeu à somme zéro. Et donc, la quantité globale du système est conservée dans le système. Les deux joueurs décident leur stratégie de façon simultanée. C'est un jeu non coopératif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibles accords, stratégies, alliances. Et un jeu avec information imperfecte, dans le sens qu'on ne connaît pas la situation spécifique du compétiteur, mais on connaît seulement le profil global de la distribution. Et pour faire cela, on sait déjà qu'il y a une théorie qui est bien établie pour étudier les équilibres des Nash pour des jeux différentiels dans des populations avec un nombre infini de joueurs. Et ça, c'est la théorie des mean-field games. Et les caractéristiques principales des mean-field games sont énumérées ici. En particulier, tous les agents sont considérés identiques et l'action d'un agent sur la population globale est de type très petit, tandis que la stratégie du joueur est effectuée en fonction de la distribution globale de la population. Et toutefois, pour ce type de stratégie, des systèmes ne prend pas en compte, au moins dans sa première version, des phénomènes de saut. Et ça, c'est un peu l'objectif de notre activité. Ici, vous pouvez voir un exemple typique d'équation de la théorie des jeux à champ moyen, la théorie des mean-field games. Et ils sont souvent, c'est un système couplé d'équations. La première, une équation d'Hamilton-Jacobi-Bellman pour la fonction valeur phi est couplée avec une équation d'évolution pour la masse des joueurs. Dans cet exemple, on a une sorte d'équation de continuité où la vitesse est fonction de la fonction valeur de l'équation d'Hamilton-Jacobi-Bellman. Et pour ce type d'équation, il y a déjà une littérature considérable et il y a déjà des résultats très forts qui prouvent la solidité de cette théorie. Par contre, si on veut prendre en considération des phénomènes de saut dans les interactions des jeux binaires, ce qu'on a fait dans notre travail a été celui de s'orienter vers une description de type cinétique. La description de type cinétique a été originée pour étudier le comportement des gaz raréfiés et prend en compte des possibles collisions entre des particules qui changent soudainement leur vitesse grâce à cette interaction. Dans le cadre plus classique, qui est celui de la théorie cinétique et qui a été donné par Boltzmann, on a deux niveaux de description. Il y a d'abord un niveau de description binaire. On suppose qu'on considère un couple de particules qui ont vitesse précollisionnelle V' et V' star. Et après, on cherche à déduire une loi qui met en relation ces vitesses précollisionnelles avec les vitesses postcollisionnelles V, V star.
Et cette relation sont obtenues grâce aux lois de conservation. Si on suppose que toutes les particules sont identiques, il y a une loi de conservation de la quantité de mouvement, une loi de conservation de l'énergie. Et grâce à ça, on peut obtenir, à l'aide d'un paramètre libre oméga qui vit dans la sphère, des relations entre les vitesses précollisionnelles et les vitesses postcollisionnelles. Et donc, on peut établir un deuxième niveau, qui est un niveau qui est décrit par une fonction densité f, qui obéit à une loi d'évolution. Vous la pouvez voir ici. Il y a le transport libre à gauche, et à droite, il y a un terme collisionnel qui donne les variations de la dynamique de la densité par rapport à ce qui était le transport libre. Et si on suppose que les collisions sont des types local en espace et en temps, on suppose qu'ils soient binaires et élastiques, et on admet qu'il existe une propriété de micro-réversibilité. À la fin, on suppose en plus que l'hypothèse des causes moléculaires de Boltzmann est satisfaite, dans le sens que les vitesses précollisionnelles des particules ne sont pas corrélées. Alors, on peut écrire une forme explicite du terme de collision qui est à la forme suivante, donc c'est un opérateur bilinéaire, où en particulier, on a que le terme B, c'est la cession efficace, et qui en gros représente la probabilité qu'une rencontre entre deux particules avec vitesse précollisionnelle V' star et V' donne une couple de particules avec vitesse postcollisionnelle V et V star. Et donc, ce que nous allons faire, c'est utiliser les formalismes cinétiques pour décrire un modèle pour étudier le comportement des populations qui interagissent avec des jeux de type binaire. Cette utilisation des équations cinétiques pour modéliser des phénomènes socio-économiques n'est pas nouvelle. En particulier, il y a déjà des résultats sur l'étude des modèles cinétiques pour des économies de marché, et ils sont tous basés sur l'effet que quand il y a un grand nombre d'entités individuelles qui interagissent, on peut utiliser les méthodes de la mécanique statistique pour pouvoir décrire les systèmes. Et il y a aussi des autres applications à des dynamiques de type social, plutôt de type formation d'opinion. Et tous ces modèles sont basés sur cette hypothèse qui est un peu la loi des grands nombres. Et la stratégie de ce type de modélisation, c'est d'identifier les molécules de la théorie cinétique de Boltzmann classique avec des agents. Après, on suppose qu'il y a une variable qu'on appellera généralement une variable d'échange qui correspond à la variable de vitesse de la théorie cinétique classique. Les collisions réelles entre molécules deviennent des échanges de type binaire. Et après, on obtient une équation d'évolution de la densité qui est souvent de type spatialement homogène, même si rien n'empêche d'avoir des modèles plus compliqués avec plusieurs variables indépendantes. Cette équation décrit le comportement en temps du système et qui a une structure qui est proche de la théorie de l'équation de Boltzmann classique. Entre les premiers qui ont travaillé sur ce type de modèle, on peut citer Elbing, qui a travaillé déjà dans les années 90. Et après, si vous êtes intéressé à avoir une littérature un peu plus mise à jour de la littérature, il y a un beau papier de revue de Castellano, Fortunato et Loreto. Et il y a une deuxième contribution que j'ai écrite en collaboration avec Laurent Boudin. Allons plutôt maintenant dans la partie plutôt mathématique du système. Nous supposons donc que les joueurs sont identiques et les jeux qu'on considère sont un jeu de type binaire. Les joueurs ne connaissent pas la situation du compétiteur avec qui il doit interagir, mais il connaît seulement la distribution globale de la population. Les joueurs ont après une stratégie mixte pour effectuer leur choix dans les jeux. Et à la fin de tout ça, nous supposons que les domaines
de la variable d'interaction qui souvent peut être vue comme équivalent à une variable de richesse est fermée par rapport au jeu, donc par rapport aux valeurs qui sont admises par la variable d'échange. À niveau binaire, le jeu est décrit par une matrice de gains. Vous pouvez voir ici la matrice de gains, que dans un jeu à somme zéro doit être antisymétrique dans les gains obtenus par les joueurs. Et ces gains sont tous dépendants des valeurs des variables d'échange pré-interaction. Et donc, ça, c'est un jeu assez général qui peut être décrit de la façon suivante. On appelle avec x', x' astérisque la valeur des variables précollisionnelles. Avec x, ij et xij star les valeurs des variables post-collisionnelles en fonction des stratégies 0 ou 1 qui ont été choisies par les joueurs pour effectuer leur jeu. Et on peut, sur cette formulation, on peut écrire les valeurs des variables après l'échange, xij, xij star, une fois que la stratégie I pour le joueur I a été 0,1 et la stratégie pour le deuxième joueur a été 0,1, qui est écrit en termes d'une fonction f d'ij, qu'on peut réécrire en isolant les termes de la variable précollisionnelle. D'abord, vu que les joueurs sont identiques, on doit voir une propriété de symétrie pour les AIJ, c'est-à-dire que AIJ x', x' star, c'est égal à moins AJI de x' star x. Et en plus, on doit être garanti de la conservation de la variable d'échange, parce que notre jeu est somme 0, qui est donné par l'effet que les variables précollisionnelles et postcollisionnelles donnent la même somme. L'hypothèse suivante qu'on doit effectuer, c'est l'effet qu'on suppose que le domaine est fermé, c'est-à-dire nous devons être garantis que deux collisions entre deux interactions entre deux individus ayant valeur des variables collisionnelles qui appartiennent à oméga avant la collision génèrent des situations où les valeurs des variables post-collisionnelles sont toujours dans oméga. Et pour faire cela, on effectue une hypothèse sur les jacobiens de transformation, c'est-à-dire que nous supposons que la transformation qui fait passer de vitesse précollisionnelle à vitesse post-collisionnelle est comprise entre 0 et 1 et ne s'annule jamais. Dans cette condition, il est possible d'obtenir la fonction inverse qui fait passer des variables post-collisionnelles aux variables précollisionnelles. Il faut faire attention que même si le mécanisme préserve la clôture du domaine, ça veut dire qu'une fois choisi deux variables, les valeurs de deux variables précollisionnelles qui appartiennent au domaine de cette variable d'échange qu'on a appelée oméga soit garantie, alors la variable post-collisionnelle, elle aussi, les variables post-collisionnelles appartiendront à oméga. Par contre, on pourrait avoir, pris au hasard, deux possibles valeurs x' et x' star qui appartiennent à oméga au carré, mais qui ne sont pas générées par des valeurs des variables précollisionnelles qui appartiennent au même espace. Donc, il y a toute cette question je peux dire, de cohérence du domaine qui doit être prise en compte dans ce type de problème. Une fois définis les niveaux des échanges binaires, on passe à traduire comment ces échanges sont pris en compte dans l'évolution de la densité. Donc, on suppose d'avoir une fonction densité f qui dépend du temps et de la variable des échanges, qui représente le nombre d'individus qui en fonction de la variable d'échange. Dans notre cadre, nous allons supposer que f est une fonction de type L1, c'est là pour garantir la conservation de la masse, et pour garantir le fait qu'il y a une masse finie, et donc pouvoir étudier l'équation avec les méthodes que je vais vous présenter. Une fois défini cette inconnue, on va maintenant définir l'équation qui est satisfaite par elle. Et les joueurs ont plusieurs choix possibles. Donc, on
on définit avec alpha une fonction qui représente la probabilité qu'un joueur choisisse la stratégie, par exemple la stratégie 1. Et cette probabilité, bien sûr, dépend des interactions et des stratégies des joueurs et est choisie comme l'optimum qui permet d'obtenir l'équilibre des Nash pour des stratégies mixtes pour notre jeu de type binaire. Et en effet, l'obtention de cette quantité alpha est la partie en général la plus difficile du jeu, donc du système. En effet, on pourrait avoir des choix d'alpha qui sont faciles à identifier. On peut parfois voir à la main quelle est la stratégie optimale et donc la probabilité qu'un joueur joue une stratégie par rapport à une autre. Et parfois, l'individuation des alpha est beaucoup plus compliquée et doit prendre en compte l'évolution de la fonction valeur. Ici, je vais travailler en supposant que, pour l'instant qu'alpha soit connu. Et en effet, on peut écrire en balance entre les possibles choix effectués par les joueurs, et ça conduit à écrire cette équation de type cinétique où il y a un terme Q plus des gains et un terme des pertes qui représentent des balances entre les différentes possibilités pour la fonction f. En effet, le terme des gains est une fonction un peu compliquée, mais en particulier, on peut extraire les informations importantes. Donc, il est composé de 4 termes. Donc, les premiers, vous voyez ici, c'est un terme où tous les deux joueurs choisissent 1 avec leur probabilité respective. Il y a un deuxième terme qui est où un joueur choisit la stratégie 1 et l'autre joueur choisit la stratégie 0. Troisième terme, le premier joueur choisit 0 comme stratégie, le suivant choisit 1 comme stratégie. Et après, il y a le quatrième terme où les deux joueurs choisissent la stratégie 0. Et une fois qu'on a effectué ça, une fois qu'on a écrit le système, on peut vérifier d'abord que le système conserve la masse, donc le nombre total des joueurs, et vu que le jeu est à somme 0, on conserve aussi les moments d'ordre 1. Et si on identifie avec x une variable de richesse, c'est-à-dire qu'on conserve la quantité totale de la richesse. Et après, on peut trouver, en utilisant la formule de Duhamel et effectuant un théorème des points fixes grâce à des estimations, on peut trouver qu'il existe une solution unique qui appartient à l'espace des fonctions continues en temps avec valeur L1 dans la variable d'échange. Si on veut aller pour trouver des propriétés plus fines de la solution, par contre, on ne peut pas rester avec des stratégies génériques et avec des règles d'interaction génériques. Parfois, c'est nécessaire de spécialiser le système. Et dans la deuxième partie de cet exposé, je vais choisir une règle de jeu spécifique et la plus simple possible. On va voir quelles sont les possibles propriétés qu'on pourrait regarder pour ce type de système. Ici, on considère un jeu linéaire. Ici, vous voyez la table des gains du système. C'est un jeu très simple où souvent, il ne se passe rien, mais quand tous les deux joueurs jouent 0, ce qui se passe, c'est qu'il y a une sorte de transfert des richesses supposons que x, une fois pour toutes, une variable de richesse, c'est-à-dire que le joueur 1 donne au joueur 2 une fraction epsilon de sa richesse, et le joueur 2 donne en échange au joueur 1 la même fraction epsilon, mais de sa richesse, à lui. Et donc, c'est un jeu qui est avantageux pour les joueurs plus pauvres. En effet, le joueur riche n'a aucun intérêt à jouer la stratégie 0, donc il sera toujours amené à jouer la stratégie 1, tandis que le joueur plus pauvre a tout l'intérêt à jouer la stratégie 0. Et pour ce type de jeu, les
différents joueurs n'ont aucune idée de qui est leur partenaire dans le jeu, mais ils connaissent quand même les profils. Donc, ils peuvent actuer une stratégie mixte et pour ce type de jeu, c'est facile d'obtenir la stratégie optimale déjà à la main, donc sans passer par la fonction valeur. Et on fait comme ça. D'abord, j'écris la stratégie interne des variables pré- et post-collisionnelles. Le jacobien de cette transformation, c'est bien un jacobien qui vit entre 0 et 1 et ne se joue jamais quand epsilon est compris entre 0 et 1,5. Et donc, on a les hypothèses du théorème général que j'ai montré tout à l'heure, et donc on a déjà existence et unicité de la solution à epsilon fixée. Et on peut voir qu'en effet, on peut calculer les domaines des variables pré-collisionnelles, post-collisionnelles, qui sont générées de variables pré-collisionnelles qui appartiennent à l'intervalle admis, qui dans notre cas, c'est la demi-droite réelle 0 plus infini. Et ici, vous pouvez voir que les variables x et x star post-collision doit satisfaire cette inégalité. Si les joueurs jouent 1-1, 1-0 et 0-1, on a simplement l'identité, donc il ne se passe rien. Et ça, c'est le cadre qui est obtenu si un des joueurs pense d'être le plus riche que l'autre. Et voilà comment les joueurs choisissent leur stratégie et donc comment notre quantité alpha dans le cadre général est définie. On suppose d'introduire la masse générale de la population, on l'appelle M0, et on dit que les joueurs jouent la stratégie 1 s'ils pensent d'être plus riches que l'autre. Donc, la probabilité d'être plus riche que l'autre est donnée par 1 sur la masse totale, multipliée par l'intégrale entre 0 et x'. X', c'est sa richesse précollisionnelle de la fonction densité. Et ça, c'est notre valeur, c'est la formulation explicite de notre alpha. Et en effet, ce qui se passe est que la probabilité que tous les joueurs jouent 0,0, c'est-à-dire qu'il se passe quelque chose dans le jeu, est donnée par le produit de ces deux probabilités, c'est-à-dire que les deux joueurs pensent d'être plus pauvres que le compétiteur. Et on obtient cette formulation. Et grâce à ça, on arrive à obtenir la formulation explicite du terme collisionnel. Ici, j'écris aussi comme exemple la probabilité que le premier joueur joue 0 et le deuxième joueur joue 1, et qui celle-ci est donnée par cette quantité. Donc voilà, si on fait tout ça pour les 4 cas, on obtient cette équation de type cinétique homogène où l'opérateur d'intégration a cette forme. C'est un opérateur où f paraissent 4 fois, donc c'est un opérateur en principe quadrilinéaire, et ce kern, ce noyau, est une formulation particulière du noyau que j'ai présenté dans le cadre général. Les lois de conservation de la masse et du moment d'ordre 1 sont aussi valables dans ce cas. Et en plus, ce qu'on peut prouver, c'est cette proposition qui est très importante pour l'analyse des propriétés un peu plus fines de ce problème. En effet, on peut prouver que si on considère le problème avec une donnée initiale qui est à support compact dans l'intervalle que j'appelais E0, c'est-à-dire 0xm, alors f à support compact, elle aussi, en temps, et ce support compact est aussi, lui, contenu dans 0xm. Pour prouver ça, on considère la quantité de masse qui est comprise entre une valeur définie y et plus infinie, et on cherche à voir la loi d'évolution de cette quantité. Il y a des calculs intermédiaires à faire que je ne montre pas ici, mais à un moment donné, on arrive à cet terme intermédiaire où, après un changement de variable, on a pu écrire cette quantité en fonction de 3 termes.
Et après, une fois effectué ça, on peut continuer et grâce à d'autres majorations, on arrive à prouver une inégalité de type Gromwall. C'est-à-dire que grâce à l'inégalité de Gromwall, on arrive que l'intégrale entre x plus infini de la f est contrôlée par la même intégrale pour la f initiale multipliée par un poids exponentiel. Et si nous savons que la donnée initiale est à support compact, pour x supérieur ou égal à xm, cette quantité égale à 0, et donc alors cette intégrale égale à 0, c'est-à-dire le support de la f ne varie pas un temps, donc c'est conservé un temps. Et une fois effectué ça c'est l'ingrédient principal pour résoudre une autre question, qui est celle de la limite quasi invariante. Dans le cadre de la limite quasi invariante, ce qu'on fait, on rééchelonne les temps avec le même paramètre epsilon qui représente la fraction de la richesse qui est échangée dans le jeu. Et l'objectif est celui de calculer pour ces problèmes la limite quand epsilon tend vers 0 en supposant que toutes les données initiales de tous les problèmes à epsilon fixé soient les mêmes. Dans ce cadre, on peut écrire la formulation faible du problème, on multiplie contre une fonction test opportune, on arrive à écrire une formulation en termes intégral où les fonctions test sont évaluées ayant comme deuxième variable les valeurs des variables d'échange après la collision. Mais comme elles sont régulières, on peut effectuer un développement fini et diviser par epsilon pour obtenir une équation qui a des termes d'ordre 0 plus un terme qui peut être contrôlé, qui en effet est contrôlé et qui est d'ordre epsilon et qui tend vers 0 quand epsilon tend vers 0. À la fin, la propriété d'avoir un domaine fermé pour l'équation, c'est-à-dire avoir un support compact pour l'équation, ça nous permet d'éliminer tous les problèmes des masses qui s'échappent à l'infini, et donc ça permet d'obtenir de façon assez raisonnable des propriétés de convergence pour les f epsilon et pour les primitives. Intégrale x star plus infini f epsilon et l'intégrale entre x et plus infini de f epsilon. Et en particulier, avec un peu de calcul, on peut prouver que grand f, qui est la primitive de f, est une fonction qui est beaucoup plus régulière que la fonction élan de départ. Et on arrive à prouver convergence faible étoile de f epsilon à une mesure f. Une convergence qui est forte en élan pour la grande f, et on arrive à identifier grand f comme l'intégrale de la mesure f. Et en plus, on arrive à prouver que la petite f gagne un petit peu plus en régularité en espace. Et donc, on peut effectuer la limite en epsilon qui tend vers 0 du système, et on arrive à la fin à trouver l'équation limite, qui est l'équation satisfaite pour la f, en sens de distribution. C'est une équation qui est symétrique à un x star et qui a des propriétés qu'on espère pouvoir décrypter dans la suite. Enfin, je termine cet exposé en parlant de la partie numérique. La partie numérique a été effectuée en utilisant une méthode particulière pour la fonction des distributions. C'est-à-dire, nous avons supposé qu'il existe des macroparticules qui sont centrées dans des points précis, et après, on cherche à reconstruire la fonction f comme somme des masses de Dirac centrées dans les points de présence des macroparticules. Oméga k est un poids qui peut être choisi de façon opportune, et dans les simulations, on a supposé que tous les poids des macroparticules sont identiques. À la même façon, on cherche à effectuer la discrétisation de la donnée initiale en termes de masse de Dirac, et après, on fait évoluer toutes ces macroparticules en suivant les règles d'évolution du jeu
que j'ai décrit tout à l'heure. Pour être cohérent, on cherche de travailler avec masse normalisée 1, c'est-à-dire que dans notre situation, on considérera que K égale à 1 sur N, où grand N est le nombre total des particules utilisées pour la simulation. Les interactions qui sont satisfaites par cette macroparticule sont les mêmes du jeu pour le système continu. En particulier, on appelle I et J les deux joueurs. On suppose qu'il ne se passe rien, sauf dans les cadres où les deux joueurs jouent 0. Et dans ce cadre, là-bas aussi, on échange une fraction epsilon des richesses précollisionnelles des deux agents. Pour trouver la probabilité que le joueur I soit plus riche que le joueur J, on utilise une technique simple de comptage, c'est-à-dire on compte le nombre de particules qui sont plus riches de l'agent considéré qui a été tiré au sort pour voir quel des deux, pour trouver deux joueurs génériques qui jouent un jeu donné au moment donné. Et donc, on peut, grâce à cette probabilité, voir quelle est la probabilité que le joueur J ou le joueur choisisse une stratégie 0. Dans cette simulation, on a considéré environ 2 millions de particules numériques. Autres détails techniques sont le fait qu'on a fait une grille, un maillage en temps et en espace. La grille en temps a une ampleur 10 à moins 2 et la grille en espace est 5 fois 10 à moins 3. Et après, ce qu'on a fait, on a fait évoluer les systèmes. Et une fois que les systèmes évolué, à certains temps donnés, on a projeté les macroparticules sur les maillages en utilisant des méthodes de répartition des masses entre les différentes mailles. On utilisait simplement des fonctions chapeau pour pouvoir obtenir des courbes un peu plus lisses par rapport à ce qui est la simple projection des masses sur les Alors voilà ce qui se passe pour la densité F, une fois qu'on considère comme donnée initiale un créneau avec support compris entre 1,5 et 1. Dans ce cadre, ce qu'on voit, que les supports ne changent pas, le support ne varie pas, donc c'est un accord avec le théorème qu'on a vu au début. Ce qui se passe est qu'il y a une sorte de concentration des richesses des individus vers une valeur qu'on peut calculer à la main, qui est donnée par le moment d'ordre 1 de la distribution initiale. Et dans ce cadre-là, c'est 3/4. Et en plus, on voit que quand même, il y a une présence d'une couche limite autour des grandes valeurs, c'est-à-dire quand x tend vers 1, par le fait que les joueurs riches ne jouent presque jamais, parce qu'en effet, la probabilité de jeu pour eux est très petite. Et ça, c'est la première chose. Deuxième résultat, qu'est-ce qui se passe si on considère une condition initiale qui est de ce type-là? C'est disons, une donnée de type linéaire entre 0 et 1, avec support contenu entre 0 et 1. Ici, on ne voit plus, bien sûr, des couches limites en 1, et on a une convergence assez rapide vers un pic qui, a priori, devrait être centré en un tiers, qui est la valeur du moment d'ordre 1 par rapport à cette donnée initiale. Et on voit quand même que, sauf les débuts où il y a des variations assez rapides de la forme de la fonction, à fur et à mesure que le temps continue à croître, la vitesse de convergence, la forme de la courbe ne change pas trop. Et en effet, on peut voir qu'est-ce qui se passe ici. Ici, on considère la première donnée initiale. Quand on fait aller la simulation en temps long, ou relativement longue, ici on a choisi temps égal 15, et on voit que la courbe de cette transparent n'est pas très différente de la courbe t égale 5, et
Et dans la figure de droite, on a illustré l'évolution en temps de m2 à la puissance moins 4 tiers, où m2 c'est cette intégrale, c'est l'intégrale sur tout l'espace de la différence entre x et m1 sur m0 au carré avec poids f. Et on voit que cette quantité a une convergence plutôt de type linéaire, c'est-à-dire qu'on suppose qu'on a une vitesse de convergence vers l'équilibre pour ces systèmes, ou une convergence vers, à la fameuse masse de Dirac, assez lente du temps qui va compter à la puissance moins 3 quarts. Même chose, on peut dire pour la deuxième donnée initiale. Dans le cadre de la deuxième donnée initiale, on a vraiment une convergence qui tend vers la valeur x, une masse de Dirac centrée en x égale 1 tiers. Et là-bas aussi, on voit que ce moment d'ordre 2 a un comportement en temps du type t à la puissance moins 3 quarts. Donc on n'a pas encore des résultats analytiques qui confirment ça. On est en train d'y travailler et on espère pouvoir donner des résultats bientôt. Et enfin, je vous montre un exemple de ce qui se passe quand on change de règles de collision, pour montrer comment ces types de propriétés sont sensibles par rapport aux règles de collision. En effet, ici, on choisit une autre loi d'échange. Et ça, c'est une loi d'échange qui est favorable à la partie plus riche du couple qui interagissent. En effet, on a toujours 0, 0, 0, 0, 0, 0 comme matrice des gains, élément de la matrice des gains quand un des deux joueurs joue 1, ou tous les deux, et quand tous les deux joueurs jouent 0, 0, la matrice des gains est la suivante. Le premier joueur obtient epsilon xi tilde et le deuxième joueur obtient epsilon ij tilde, où ij et xi tilde et xij tilde sont donnés par ces deux expressions. En particulier, ce qui se passe est que les deux joueurs choisissent tous les deux une fraction epsilon de leur richesse. Et après ici, c'est les plus riches qui emportent la fraction epsilon. Si les deux joueurs ont la même richesse, ça ne s'est pas écrit, mais on suppose que ça ne se passe rien, donc il n'y a pas la matrice des gains dans ce cadre particulier est toujours 0, 0, 0, 0. Alors ici, on utilise toujours avec la même technique de comptage le fait que comment pouvoir évaluer la richesse de l'agent par rapport à la richesse totale de la population. Mais par contre, ici, les joueurs génériques choisissent la stratégie 0 avec la probabilité 1 moins pi. Et alors, voici ce qui se passe dans la situation où on considère comme donnée initiale la fonction caractéristique de l'intervalle 0, 0,5 multiplié par 2 pour avoir masse égale à 1. On voit en effet que d'abord, ici, il y a un support entre 0 et 0,5, un support qui est absolument n'est plus présent pour temps t positif. Et après, on observe qu'il y a quand même un pic de la fonction de la fonction densité pour petite vitesse. Et donc, la population en général, avec ce jeu, s'appauvrit. Tandis que si on va regarder XF, c'est-à-dire on voit comment la richesse est répartie entre les agents en gros, on voit qu'en effet, une partie considérable de la richesse est gardée par un nombre petit de joueurs. Ici, on a des oscillations qui sont l'héritage de la méthode particulière qu'on a utilisée, parce qu'en effet, il y a un petit nombre d'agents et chaque agent a une richesse considérable, et donc il y a un petit nombre de points qui vit dans la partie de ce segment supérieur qui est entre 0,5 et 1 par exemple. Et donc vous voyez qu'il y a beaucoup de propriétés qui sont détruites par des règles de collision différentes, et celle-ci est aussi un obstacle pour arriver à trouver la limite quasi invariante pour ce type pour ce second type de règles de collision, parce qu'en effet,
toutes les propriétés qu'on avait prouvées pour de compacité faible et fort pour les systèmes à epsilon fixé étaient tous basés sur le fait que le domaine était préservé et qu'il n'y avait pas une perte de masse à l'infini. Et donc, si on veut, la morale qu'on peut tirer de cette histoire est que pour l'étude des jeux cinétiques, la règle de collision est fondamentale et changer de règle de collision fait changer le comportement du système, méthode de preuve et résultat obtenu. J'ai terminé, je vous remercie pour votre attention.